Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de votre chambre de commerce Clermont-Auvergne Métropole, chambre de commerce du Puy-de-Dôme. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas? L'humain sera-t-il au cœur de l'entreprise? Nous avons le sentiment, après cette crise, qu'il a pris une place encore plus prépondérante. Nos concitoyens souhaitent que l'entreprise transforme les relations de travail au bénéfice des collaborateurs, mais également de la performance de l'entreprise. Notre deuxième webinaire, consacré à la place de l'humain dans l'entreprise, a généré un grand succès et nous sommes très nombreux ce soir autour de ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez le retrouver sur le site de votre chambre, vous le retrouvez également sur Facebook, sur YouTube, et que vous pourrez intervenir avec le chat sur les questions que nous pouvons poser à nos intervenants. Je reçois aujourd'hui Marie-Noëlle Ray, directrice générale de Cadix. Elle va concrètement nous faire un retour d'expérience sur l'impact de la femme et de l'homme dans le projet d'entreprise avec ses outils. Aïcha Sangaré, qui vient de nous rejoindre, est un médiateur professionnel, j'ouvre les guillemets, gardienne de la doctrine. Elle nous fera voyager vers cette excellence relationnelle. Et enfin, nous aurons Myriam Fougère, médiateur professionnel, qui elle est notre référent territorial, et elle reviendra sur sa mission en Auvergne et les actions qu'elle mène. La règle de nos webinaires, pour tous nos intervenants et ceux qui nous écoutent, nous faisons des interventions de 15 minutes, nous commençons à l'heure et nous terminons toujours à l'heure. Je vous invite à poser vos questions durant le flux des interventions, ce qui me permettra, à un moment donné où nos intervenants reprennent leur souffle, de leur poser une question, ou alors, durant les dernières quinzaines de minutes, à la fin de notre webinaire, de faire un recueil des questions et de les poser. Donc je vous invite, ce soir vous êtes très nombreux sur ce webinaire, à commencer à poser ces questions pendant les interventions. Je les classe, je les reçois sur cet écran. Je tiens à vous dire que ce webinaire, techniquement, est réalisé par Julie et Clémentine qui sont face à moi, vous ne les voyez pas. Mais elles manœuvrent pour la parfaite coordination de ce webinaire qui est le 13e ou le 14e. Nous avons également dans les coulisses Yvan qui s'occupe de la partie technique informatique. Donc ce sont bien que des collaborateurs de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole qui manœuvrent sur ce webinaire. Et donc, je suis, en tant que son président, très heureux de vous accueillir et du succès que remportent nos webinaires. Sans plus attendre, Marie-Noëlle Ray, directrice de Cadix. Eh bien, je sais que vous êtes bavarde, donc je sais que mon chrono est lancé et la parole est bien à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre intervention et surtout de votre invitation. Alors, pour ne pas me tromper, je vais d'abord mettre en route mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Oui, ça y est, l'écran est partagé. Donc, juste une petite présentation pour imaginer un petit peu ce que peut représenter le capital humain. Donc, oui, je suis Marie-Noëlle Ray, directeur général et aussi secrétaire général d'un groupe qui s'appelle FK, qui travaille dans le second œuvre et qui a plus de 100 collaborateurs dans toute la nature. Donc, vous imaginez bien que le télétravail, nous, on l'a connu depuis de manière ancestrale. Donc, je vais vous parler du capital humain, les hommes et les femmes qui font la richesse de l'entreprise. Pour commencer, alors, je vais essayer d'entrer, si ça marche. Alors, la vue ne marche pas, donc ça ne va pas plus loin. Donc, c'est un petit peu dommage, je vais le faire en live. Le diapo ne se tourne pas. Bon, c'est pas grave. Je vais démarrer par une première chose dans les PME. Donc, moi, je suis là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. C'est une expérience de terrain et d'entrepreneur. Vous avez le regard du dirigeant aujourd'hui, et je parlerai surtout des dirigeants de PME,
qui ont vraiment cette réflexion qu'on entend souvent, Monsieur le Président, qu'ils ont l'impression de faire toujours du social, toujours plus de social. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des collaborateurs qui n'ont pas du tout ce sens-là, forcément, de social. Pour la simple et bonne raison, c'est que le dirigeant répond souvent à des obligations sociales qui sont bien, qui sont structurantes pour l'entreprise. Ça va être, je ne sais pas moi, le document unique, ça va être l'égalité homme-femme, ça va être un entretien annuel basé sur des critères très figés. À côté de ça, le collaborateur, lui, c'est tout autre chose qu'il peut voir. Lui, ce qu'il veut, c'est entendre ce qu'il est devenu tout au long de l'entreprise. Donc, toutes ces obligations d'entreprise, il ne le voit pas. Donc, sa vision est un petit peu décalée par rapport aux dirigeants. Et qu'est-ce qui se passe au moment d'un entretien souvent annuel, en fin d'année, formaté, c'est que vous avez deux frustrations. Vous avez un dirigeant qui, malheureusement, n'a pas des billes pour pouvoir vraiment enrichir cet entretien-là de faits factuels, de faits de reconnaissance ou peut-être de points de progrès. Et vous avez un collaborateur qui est en attente, mais importante, de ce qu'il a pu faire durant tout au long de l'année. Donc, ramener ce que le collaborateur a pu faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup travaillé sur le terrain. Quand vous faites des entretiens de ce type-là, la première chose qui vous arrive, c'est de la démotivation. Vous avez un collaborateur qui devient démotivé. Mince décalage du regard du chef d'entreprise par rapport à ce que j'ai apporté, par rapport aux autres. Voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on crée? C'est de la démotivation. La démotivation, c'est la perte de productivité. Voilà, c'est une personne qui doit être à 100%, c'est 80%, c'est 70% de ce qu'il pourrait réaliser. Est-ce que vous avez l'air de dire que parce que c'est formaté, parce que c'est obligatoire, ça ne crée pas un dialogue fluide entre le chef d'entreprise et le salarié? Oui, je pense que surtout, vous avez un collaborateur qui est là à se dire, ça fait 10 fois que je dis, ça ne remonte pas. Le collaborateur, dans toute l'entreprise, qu'il soit nous dans les compagnons, ont tous des choses à apporter, à faire grandir au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas forcément descendant. Donc ces démotivations, le fait de ne pas voir les petites choses exceptionnelles qu'ils peuvent faire tous les jours, positives ou des points de progrès, font que vous pouvez avoir de la démotivation, avoir l'impression qu'on n'est pas équitable vis-à-vis des autres collaborateurs. Pourtant, c'est vraiment le fer de lance d'un dirigeant. Et cette démotivation, ça peut se transformer en turnover. C'est-à-dire vous avez des collaborateurs qui vous quittent. Et la jeune génération aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle n'attendra pas la fin de l'année de son entretien annuel pour pouvoir rester dans l'entreprise, pour se sentir retrouver du sens et de la fierté au travail. Donc il faut trouver d'autres moyens, il faut que l'entreprise se réinvente en termes managériels. Et c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'aime bien parler argent quand même, parce que les entreprises sont là pour vivre, un turnover, le coût du remplacement, c'est entre 25 et 75% de la masse salariale d'un collaborateur. Donc ça peut être énorme. Et le temps d'intégration, ça va de 6 à 9 mois. Donc dites-vous bien que tout cet argent que vous mettez à réintégrer, c'est de l'argent perdu, c'est de la marge nette. Et vous nous proposez donc de mieux le réinvestir. Eh bien écoutez, vous ne pouvez pas faire plus une meilleure introduction, puisque Hugues Hortefeux, Xavier Jean-Jean et moi-même, qui sommes les 3 dirigeants, 3 d'un certain âge, certainement avec un peu d'expérience, je dirais un peu jeune, puisqu'on a osé aller dans le digital, mais une expérience managériale très forte, d'entrepreneurs, d'industriels et du monde du RH. Et cette expérience-là a été faite bien sûr d'échecs managériaux, mais aussi de belles réussites. Et on s'est dit aujourd'hui avec le digital, il y a tellement de choses à faire et à porter. De nouveau, ça bloque au bout d'un moment. Bon, mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de continuer. Et vraiment, l'objectif, c'est d'apporter de nouveau une reconnaissance et de l'engagement, trouver l'engagement chez nos collaborateurs. Tout ça, la première chose qu'on fait, alors, Caddy, c'est d'abord un SIRH. Donc un SIRH, vous ne connaissez peut-être pas, mais petit à petit, ça se déploie beaucoup dans les grosses entreprises, elles en ont toutes. Les petites PME s'y mettent parce qu'elles se rendent compte qu'il faut aller vers ce digital. Le SIRH, c'est des solutions digitales de l'information au niveau du social. Donc mon contrat de travail, mon bulletin de salaire, mes congés payés. Donc finalement, quelque chose d'assez transparent qui est déjà une bonne base. Nous, on a voulu se différencier un petit peu plus de ça, parce que des outils SIRH, ça existe beaucoup. C'est un peu différent du tableau d'affichage, c'est une modernisation du tableau d'affichage. Ah, c'est une modernisation, mais en plus un accès personnalisé du collaborateur. C'est-à-dire qu'on rentre dans son environnement à lui, et l'entreprise met à disposition les documents qui peuvent le servir. Caddy, ce qu'elle fait en plus, c'est vraiment d'accompagner l'équipe d'encadrement dans une mission managériale. En fait, beaucoup de chefs d'entreprise sont bien conscients, offrent de la formation managériale à leur encadrement.
parce qu'on sent bien la nécessité de motiver. La seule chose, c'est que souvent le quotidien reprend son élan, hein. On est tous convaincus qu'il faut changer, mais en fait, on n'a pas forcément les moyens, les outils. Cadis aide le chef d'entreprise à créer une stratégie managériale pour encourager l'encadrement, et bien déjà à responsabiliser. Pourquoi responsabiliser? C'est une responsabiliser, je dirais, vraiment croisée. C'est un collaborateur, un jeune aujourd'hui, si vous voulez, et comme c'est pour ça que j'aime bien le diaporama, c'est dommage qu'il n'apparaît pas, un jeune cherche à avoir de la responsabilité, c'est ce qui crée de la fierté au travail et de la reconnaissance. Hein. Donc de penser qu'il faut déresponsabiliser, je pense que c'est carrément l'inverse. La deuxième chose, c'est remettre de la reconnaissance, oser mettre de la reconnaissance. C'est ce que notre outil permet aujourd'hui, c'est tout venant, c'est bien sûr de remercier le collaborateur, mais qu'il ait une trace dans son environnement, qu'on crée sa propre histoire tout au long de l'année. J'aime expliquer que lors d'un entretien, de pouvoir remercier qu'au mois de mars 2021, un collaborateur est venu à 5 h du matin pour dépanner le collaborateur, je pense qu'il peut être très reconnaissant que le jour de l'entretien n'ait pas oublié cet événement-là. Et un dirigeant est très fier de pouvoir remercier ce genre d'événement à son collaborateur. Et il s'est passé 9 mois. Mais ça peut être d'autres événements propres à chaque individu. Une vraie forme de reconnaissance, comme les hommes politiques savent le faire, quand ils appellent les gens par leur prénom ou par leur nom, qu'ils sachent les reconnaître, ou quand on arrive dans un restaurant et que tout d'un coup on vous dit bonjour monsieur un tel. Ah monsieur, vous faites de la politique, mais je pense que c'est très important. Et en plus on parle de l'histoire du collaborateur, donc ça va plus loin, c'est vraiment sur ce qu'il est capable d'amener de la richesse. Et c'est aussi des messages croisés, c'est-à-dire qu'aussi bien le collaborateur peut venir, et c'est très étonnant, remercier le dirigeant, ne serait-ce que d'être passé pour une augmentation ou de les avoir mis en avant. Mais c'est aussi toute une équipe, un client qui peut remercier le collaborateur. C'est qu'on n'est plus dans cette façon très verticale d'un dirigeant qui a tout avec ses équipes d'encadrement. On partage l'information. Un client qui a été satisfait du travail, la meilleure des choses, c'est que c'est celui qui l'a réalisé, qui est reconnu là-dessus. La dernière chose que je pourrais parler, c'est que c'est une solution apprenante et qui encourage et qui permet de remercier. Quand vous faites ça, vous permettez à un dirigeant de ne pas avoir de regret d'un collaborateur qui est parti. Parce que si vous avez appris à le reconnaître, à le remercier et à savoir lui renvoyer ça, vous réapprenez aussi un petit peu à avoir l'envie d'embaucher. Parce que vous mettez une notion d'attractivité. Vous êtes une entreprise qui se différencie sur un capital humain. Donc, vous créez aussi de l'attractivité. Ça veut donc dire que vous êtes en train de nous dresser le tableau des attentes des salariés et des chefs d'entreprise et envie de vous dire alors les outils que vous mettez en place pour créer cette synergie. Exactement. Alors c'est une solution qui est tout à fait digitale, que vous pouvez retrouver sur tablette, téléphone, ordinateur. Le collaborateur a son espace. Dans cet espace-là, il va retrouver bien sûr toutes ces informations qui concernent les notions contractuelles, mais il va retrouver aussi ses augmentations de salaire, il va retrouver les événements où il a été présent à une réunion, il va retrouver la gratitude d'un client, il va retrouver aussi toutes ces demandes, c'est-à-dire un collaborateur qui se sent en situation de danger peut absolument le déclarer, et j'aime bien dire la meilleure façon de se rendre compte de l'intérêt des choses, c'est de l'avoir éprouvé. Nous l'avons éprouvé sur notre groupe qui s'appelle Peretti. On bat des records de baisse en accident de travail, c'est-à-dire qu'on a plus de 90% d'accidents de baisse d'accident de travail. À l'heure où je vous parle, on a un accident il y a 2 ans, on en avait 15. La maladie, l'arrêt maladie, on a baissé de 45%. Le turnover est passé de 16 à 5%. Tout ça pour vous dire que de passer un peu de temps... Vous liez ces résultats quantitatifs de vision de l'entreprise et des risques de l'entreprise en diminution parce que vous avez mis en place ce type d'initiative. Complètement, et on l'assume vraiment, et puis je crois que c'est les collaborateurs les premiers qui nous font vraiment ressentir ces résultats-là. D'accord, bon, c'est fini, c'est pas grave. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que vous faites des entretiens extrêmement riches qui ont une troisième dimension qui permettent de nourrir et de se projeter dans l'avenir. Et vous permettez à un dirigeant de se concentrer sur sa croissance d'entreprise, sur ses projections, sur ses investissements, c'est important,
tout en ayant un regard sur le terrain, parce qu'il sait très bien que sans ces hommes, sa réussite n'est pas possible. Donc, dans cette présentation, donc, on entend bien, les attentes d'une nouvelle génération, voire d'une génération qui est déjà aux manettes. On entend également la réponse que vous apportez en faisant une reconnaissance pour chacun qui trouve une place individuelle au sein de l'entreprise, une relation privilégiée. Dans un troisième temps, vous nous démontrez que ces éléments-là permettent d'avoir de bons résultats ratios, et l'assureur que je suis, vous imaginez bien qu'il l'entend, parce que vous êtes sur des ratios qui ont des pertinences. Alors après, vous avez aussi dans votre intervention évoqué le coût induit si on ne le fait pas. C'est-à-dire que ne faut-il pas aujourd'hui, maintenant, à ce moment de cette intervention, qu'on parle du coût pour cette entreprise. En gros, on vient de lui présenter tout l'intérêt de faire ça. Comment on peut aborder la partie financière et la partie budget? Comment il peut l'intégrer dans un ratio simple pour mettre ça en place dans son entreprise? Alors, tout simplement, Cadis est un socle important qui tourne autour de l'humain, sur lequel le chef d'entreprise va pouvoir choisir des modules en fonction de ses besoins. Le premier, c'est le socle SIRH, et après, vous allez pouvoir avoir des socles de la gestion de l'absence, de la flotte, et tout ça autour des hommes. Vous allez avoir un socle prévention. Donc le socle de base est à 5 € par mois par collaborateur. Et en fonction de ce que vous avez en termes de modules, de ce que vous choisissez, il y en a presque 10, on n'est pas tout à fait à 10, justement, qu'à 10, à bien d'autres projets derrière, et ben vous pouvez arriver à 10 €, 10, 15 € par mois. Après, ça, c'est le choix du chef d'entreprise, de ce qu'il veut, là où il veut aller. Mais par contre, Cadis accompagne aussi, ça c'est important, parce que comme c'est une vision managériale un petit peu différente, hein, on n'est pas que dans la verticalité, je dis encore une fois, l'écosystème est bien plus important quand on travaille autour des collaborateurs, et on accompagne l'entreprise dans cette transition managériale appuyée de la solution, justement pour éviter de se dire, voilà, je viens de suivre une formation managériale et je commence par quoi? Et bien justement, la solution va imbriquer les choses, et on accompagne vraiment cette stratégie au niveau des CODIR et du chef d'entreprise. On sent à travers les propos que vous évoquez cette nouvelle génération qui est en attente, mais on voit aussi que le décalage, quand les chefs d'entreprise sont d'une nouvelle génération, ils sont beaucoup plus sensibles à ça, ils y vont assez naturellement. Nous pouvons entendre que d'autres générations doivent être un petit peu plus accompagnées, et puis j'entends aussi qu'en fonction des ratios qui sont dans l'entreprise, eh bien, il y a des strates qu'on choisit par des modules. Voilà, c'est des modules modules que vous choisissez. Est-ce que on peut peut-être couper la partie PowerPoint pour que on puisse avoir également la vision de cet échange qu'on a avec Marie-Noël Ray. Alors donc on a vu tous ces éléments. Je reviens encore, puis c'est ma mission dans le pratique. Je ferai la même chose avec Aïcha. On a été sensible à votre propos. On mesure que son entreprise, TPE, PME, ETI, peut avoir d'intérêt à aller se faire ce chose-là. Comment on vous contacte? Comment on rentre en synergie avec vous? Ah ben c'est très sympathique. Alors moi l'idée c'était surtout pas de montrer l'application, parce que quand on n'en a pas compris le sens, c'est pas la peine. Donc il y a le constat et vraiment ce que ça peut apporter. Après pour nous joindre, c'est très facile, hein. On a un site internet, cadis.fr, LinkedIn. Vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn. On a des plaquettes commerciales. Je n'ai pas le numéro de téléphone, mais sans aucun problème. Non, il n'y a pas. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, vous avez compris que dans cette sortie de crise, nous mesurons d'abord l'arrivée d'une autre génération, que l'accélération que nous a, dans lequel le Covid nous a mis, a fait en sorte que nous, aujourd'hui, ce qui aurait peut-être dû mettre plusieurs années, aujourd'hui, c'est à la porte de l'entreprise. Et la partie humaine, pour la rentabilité, pour la performance de l'entreprise, pour l'existence, pour garder ses salariés, eh bien, travailler sur l'humain est absolument fondamental. Alors, on a une question. Ouais. Non,
Non, on incite les gens à nous poser des questions. Ah, non, parce que j'en ai. Comment vous amenez les employés qui ont plus de mal dans le digital, dans cette approche? Eh bien, allons-y. Alors j'y vais parce que nous, vraiment, c'est vraiment l'exemple. Hein. Nous, on a des compagnons donc, qui sont des plâtriers peintres, donc ils n'ont pas, par définition, l'habitude digitale. Et je pense que c'est une erreur, en fait. On essaie de se trouver des excuses, mais aujourd'hui, tout collaborateur ou tout individu doit d'abord faire sa déclaration d'impôt. Donc le digital, il commence à en avoir d'habitude, réserver ses vacances. Je crois que fondamentalement, ce qui est dur dans le digital aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'ils ont l'impression d'être toujours qu'au service de l'entreprise, de remplir beaucoup d'indicateurs, de tableaux et de chiffres, et que l'entrée par Cadiz, c'est rentrer d'abord chez eux, se dire, ben voilà, tu as quelque chose à disposition, regarde ce que tu as apporté dans l'entreprise, et peut-être ça peut être une porte d'entrée dans le digital. Nous, on le retrouve beaucoup avec des sociétés j'arriverai à le dire, de digitalisation des documents, où on est énormément en lien, justement, on travaille ensemble avec ZJet, parce qu'ils ne savent pas par quel tableau il faut attaquer les collaborateurs sur le digital. Mais je crois que c'est surtout leur redonner du sens à quoi sert le digital. Et le meilleur moyen pour leur montrer à quoi ça sert, c'est de s'occuper du collaborateur. J'insiste un petit peu sur ce capital humain, mais je pense que si vous voulez faire grandir votre entreprise, il faut d'abord passer par eux. Très bien. Et je rappelle que vous avez l'habitude de travailler avec dans le second œuvre. Ah oui. Donc vous avez par nature des gens qui sont peut-être moins à l'aise et malgré tout ce message passe de façon fluide. Et puis vraiment, c'est les plus gros utilisateurs de l'application, c'est ceux qu'on ne voit jamais. C'est pas l'encadrement, encore une fois, c'est eux qui nous apportent les idées, c'est eux qui sont en mesure de nous dire je suis en situation de danger, je me trouve en danger. Il n'y a pas besoin d'un N+1 pour exprimer ça. Il est capable lui-même de pouvoir exprimer. Et je pense que c'est le rôle de l'entreprise aujourd'hui de l'écouter, d'y répondre par un oui, par un non. Mais c'est notre place de dirigeant et je peux vous assurer que quand vous passez votre temps à ça, vous en gagnez énormément par des non-dits, par des choses qui ne se font pas, par de la frustration. Donc sachez entendre le collaborateur, c'est gagner mais énormément de temps dans votre efficacité de développement. Bon, merci Marie-Noëlle Rey. Nous aurons certainement l'occasion de vous redonner la parole pour les questions qui vont arriver. Aïcha Sangaré, médiateur professionnel, directrice générale de l'EPMN, bien entendu. Alors l'EPMN, Aïcha? L'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci. Vous m'entendez bien? Parfaitement, Aïcha. Donc nous sommes mis d'accord pour faire un état des lieux de sortie de crise et d'avancer sur le dialogue social, accompagner l'humain en priorité, amener les chefs d'entreprise à avoir une réflexion sur le collectif, la dimension humaine et la sensibilisation. Je vous ai présenté, suite aux différents échanges que nous avons eus en amont, comme la gardienne du temple, comme celle qui va nous faire voyager vers cette excellence relationnelle, Aïcha. Merci d'accepter d'être avec nous. Je précise que la visio se fait de Bordeaux à Clermont-Ferrand et que c'est parfaitement fluide. La parole est à vous, Aïcha. Merci Claude. Merci en tout cas de permettre d'aborder ce sujet qui est un sujet très important pour les entreprises et les chefs d'entreprise. Et je pense que nous allons aborder les choses de manière très simple et nous allons faire sortir nos chefs d'entreprise de ce cadre réglementaire habituel dans lequel ils sont enfermés et pour nous permettre de nous recentrer justement sur la question humaine qui est fondamentale. Alors moi, je suis la directrice générale de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation qui est l'école fondatrice de la profession de médiateur, mais j'aurai l'occasion très rapidement de vous définir clairement ce qu'est la médiation professionnelle. Là, parce qu'il est important d'apporter une définition de la médiation et de ce qu'elle peut apporter aujourd'hui aux entreprises. On est très souvent sur une sorte d'amalgame parce que lorsque nous parlons de médiation, nous parlons de conflit. Eh bien, le sujet n'est pas le conflit, le sujet va être la relation. Eh bien, la relation au travers de l'humain, justement, l'humain qui est, je dirais, le sujet fondamental dans l'entreprise. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, l'EPMN a développé une nouvelle discipline qui a 20 ans aujourd'hui,
Et nous avons donc créé une nouvelle profession que nous appelons la profession du XXIe siècle, parce qu'en réalité, nous devons apprendre à être en relation. Et ce constat-là, je le fais aussi au travers des différents mandats que je peux exercer. Et donc, depuis la crise du coronavirus qui est arrivée, qui est une crise qui impacte inévitablement sur le contexte sociétal, qui va nous emmener à apporter de l'instrumentation qui soit plus efficace, parce que nous sommes dans du changement. Et le changement relève aussi de compétences. Et il s'agit aujourd'hui pour les chefs d'entreprise et pour tout le contexte sociétal de pouvoir apprendre des nouvelles compétences qui relèvent des compétences relationnelles. Donc, je relie tout de suite, Claude, la relation à la question de l'humain. Et lorsqu'on se recentre ensuite sur l'entreprise, nous allons devoir aujourd'hui travailler sur et accepter que les salariés sont des humains, en fait. Donc, nous avons tendance effectivement à aborder l'entreprise sous un terrain, d'ailleurs avec différentes thématiques qui sont le dialogue social, mais on entend souvent une forme de terrain d'adversité. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et en fait, nous emmenons aujourd'hui avec ces nouvelles compétences, nous emmenons les acteurs, toutes les parties prenantes de l'entreprise, à concevoir différemment non seulement le dialogue social, mais à concevoir différemment les interactions relationnelles dans l'entreprise, à savoir intégrer la qualité relationnelle, l'entente et l'entente sociale. Le salarié est un citoyen, et donc l'entreprise absorbe en réalité les problématiques sociétales. Donc il s'agit aujourd'hui non seulement de poser ce changement de paradigme qui est indispensable dans le cadre de cette crise que nous avons vécue, qui a fait ressortir effectivement le fait que les institutions et les instances ont dû travailler dans l'urgence pour apporter des solutions et pour régler les situations prioritaires. Il s'agissait du chômage partiel, il fallait pouvoir apporter des solutions pour que les entreprises puissent fonctionner. Donc on a été essentiellement sur des éléments techniques et juridiques. La médiation professionnelle dans l'instrumentation et l'ingénierie relationnelle, ingénierie, vous savez, on a des ingénieurs un peu pour tout un tas de sujets. Eh bien, aujourd'hui, nous devons avoir des ingénieurs aussi pour les relations et la mécanique des relations et comprendre comment fait-on pour entretenir la qualité des relations dans les organisations, comment fait-on pour, en même temps, mettre en place des chartes qualité relationnelle, l'entente, et comment fait-on aussi pour comprendre comment nous arrivons à une dégradation de la relation qui est le conflit. Donc, avant toute chose, et je sors tout de suite de tous les aspects réglementaires. Il y a tout un tas de professionnels qui apportent du conseil à nos chefs d'entreprise dans ce sens. Et donc, nous avons les avocats, les experts comptables. Tous les acteurs aujourd'hui vont devoir intégrer ce paradigme, qui est le paradigme de l'entente, et de l'entente sociale, et de la qualité relationnelle. Parce que lorsqu'on intègre ce paradigme, on n'aborde pas les questions de la même façon dans l'entreprise. Il y a eu en plus la thématique du télétravail. Et donc, le télétravail relève, certes, d'éléments réglementaires, mais relève aussi de compétences. Comment le manager a-t-il des compétences pour gérer les situations de télétravail? Parce qu'il s'agit de compétences relationnelles au départ. Et tous les outils que nous avons développés au travers de l'ingénierie relationnelle depuis 20 ans instrumentent, apportent des éléments qui permettent à chaque chef d'entreprise d'avoir des compétences relationnelles pour interagir avec ses salariés et voire même mettre dans son entreprise des dispositifs de médiation internalisés. C'est-à-dire qu'il va falloir aujourd'hui permettre d'apporter tous les outils, et ça je ne détaille pas là, puisqu'en fait nous avons tout un tas d'informations sur nos sites, mais il va falloir pouvoir instrumenter, apporter tous les outils qui vont permettre aux chefs d'entreprise de faire évoluer le paradigme de l'entente, de faire évoluer la charte de l'entreprise pour remettre l'humain au cœur du système, avant tout. Mais c'est un réflexe. Il y a tous les outils qui sont proposés justement pour accompagner cette cohésion, puisque inévitablement, il va y avoir des conséquences sur la cohésion, l'implication, la motivation des salariés. Mais l'élément moteur, c'est le salarié en tant qu'humain dans l'entreprise qui contribue au projet. L'entreprise n'est pas perçue comme un terrain de la conflictualité ou de l'adversité avec des salariés et des éléments juridiques. Les salariés vont s'impliquer, le salarié va s'impliquer dans le projet. C'est un réflexe permanent. C'est un réflexe permanent et il faut jouer dans la continuité. Il faut réussir à durer. Complètement. Oui. Et l'implication, elle ne passe pas par des textes. L'implication, elle passe par des techniques efficaces d'entretien avec les salariés,
qui nous permettent de nous centrer sur les salariés. Et en fait, nous avons des obligations d'entretien professionnel à la fin de chaque année. Bien sûr. Mais ce sont des obligations. Eh bien, vous voyez, j'ai eu à participer à différentes réunions avec les CCI, la préfecture et ainsi de suite par rapport à toute la gestion globale du coronavirus au départ. On était dans l'urgence. Et aujourd'hui, est-ce que vous imaginez les salariés revenir dans l'entreprise sans que nous ayons au moins des entretiens avec chaque salarié pour avoir la température? C'est indispensable. Ça prendra du temps, ce qui fait que cette crise qui est là, qui est présente, nous oblige à concevoir différemment et à intégrer un autre paradigme parce que les services RH eux-mêmes vont devoir s'outiller de nouvelles compétences qui sont ces compétences effectivement liées aux compétences relationnelles. Parce qu'on a tendance à parler justement, alors vous voyez, étant spécialiste de ce sujet, je suis inévitablement obligée d'aborder aussi la question du conflit qui est très souvent abordée dans l'entreprise. Mais malheureusement, le conflit est abordé comme une forme de fatalité. Et c'est lié à des compétences, on n'a pas appris à l'école à être en relation. Et donc à partir du moment où les personnes, alors ce que je vous évoque, ce n'est pas du tout des propositions qui n'ont pas du tout été expérimentées, on n'est plus au stade de l'expérimentation, on est au stade de l'efficacité puisque nous intervenons déjà dans des organisations dont une chez vous au conseil départemental avec un excellent exemple d'une mise en place d'un dispositif de médiation internalisé depuis plus de 5 ans et les salariés sont sensibilisés, sont formés à la qualité relationnelle. Et donc, ils sont capables justement d'interagir. Et donc, à ce titre-là, ce service s'est étendu. Il y a plusieurs médiateurs internes et c'est ce que nous mettons en place dans les organisations. Vous faites ça le médiateur interne est une sorte de veille de la question relationnelle. Vous faites cela à la fois avec le manager, mais également avec les salariés, puisque c'est en définitive, c'est un travail d'équipe. Voilà. Alors, effectivement, cette discipline que nous avons développée, la médiation professionnelle, avec l'ingénierie relationnelle, impacte sur tous les sujets dès lors qu'il est question de relations. Myriam Fougère, qui va intervenir juste après moi, est justement d'un profil institutionnel, mais a reçu ses compétences, a été formée à ces compétences-là, et elle les intègre dans toutes les actions qu'elle met, voire aussi, nous apportons de l'instrumentation dans la relation des élus avec les citoyens. Dès lors qu'il est question de relations, il est important, de la recherche a été faite dans ce sens, donc il est important de pouvoir comprendre cette mécanique pour pouvoir interagir dans des relations de qualité. Et lorsqu'il y a des relations de qualité dans l'entreprise, lorsque les salariés, parce que vous savez, je suis inévitablement obligée de revenir sur la thématique de la qualité du travail. Il y a cette volonté d'intégrer dans l'entreprise cette qualité de vie. Mais avant de parler de la qualité de vie au travail, nous allons d'abord parler de la qualité relationnelle au travail. C'est d'abord la qualité relationnelle, parce que nous ne pouvons pas décider à la place des salariés ce qui relève de la qualité de vie pour eux. Et donc, c'est à partir des compétences d'interaction relationnelle avec nos salariés que nous aurons la meilleure température, nous saurons nous adapter très rapidement, nous pourrons apporter des réponses. Et il faut inévitablement apprendre, il faut se former. Oui, pardon. Oui, ce que je disais, Aïcha, j'entends parfaitement, oui. Le déroulé de l'intérêt qu'il y a à avoir cette excellence relationnelle dans l'entreprise. J'entends également que c'est partagé à la fois par le chef d'entreprise et à la fois par les salariés. Est-ce que cette formation est continue ? Est-ce qu'on a des outils? Quels sont les éléments sur lesquels les managers peuvent s'appuyer ou les salariés s'appuyer pour valider qu'elle est bien en place dans l'entreprise? Alors j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'on y est arrivé. Mais comment réussissons-nous à faire en sorte que ça s'installe dans l'entreprise et que ça devienne naturel? Eh bien, justement, on ne va pas attendre qu'il y ait des conflits. Et de toute façon, nous savons très bien que la crise actuelle va inévitablement apporter des complications dans les entreprises. C'est plutôt l'anticipation. Alors, de toute façon, c'est un changement culturel. Je ne vous le cache pas, Claude. On est habitué culturellement à ne pas forcément anticiper. On attend qu'il y ait des problèmes. En tout cas, sur l'expérience du traitement du conflit, on attend que le conflit arrive pour pouvoir le traiter. Et donc, l'idée, c'est quand même de permettre à l'entreprise de mettre des éléments d'anticipation avec un dispositif. Ce dispositif intègre toutes les parties prenantes, dont les syndicats aussi. Ils font partie. Et d'ailleurs, les CSE
les entreprises, et je le dis beaucoup pour les PME aujourd'hui, les CSE peuvent s'emparer de ce dispositif-là pour pouvoir mettre en place justement tous les aspects qui relèvent de la qualité relationnelle dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est une obligation d'employeur de s'occuper de la santé au travail. Et lorsqu'on parle de santé au travail, on parle inévitablement de qualité relationnelle. C'est ce qui va favoriser en réalité de pouvoir mieux travailler sur ces sujets-là, en fait. Et au travers de ce dispositif, nous avons aussi un outil, stratégie d'interaction, qui nous permet d'évaluer le potentiel de la qualité relationnelle chez chaque personne, avec une étude. Et ensuite, est mis en place ce dispositif dans l'organisation, avec une charte qui permet à tous les acteurs de l'entreprise de s'impliquer dans ce projet. Ce projet qui va permettre à l'entreprise de pouvoir soit réfléchir à tous les aspects qui l'ont impacté pendant la crise, parce que je vous parle de crise, mais ça peut ne pas être, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une crise pour se préoccuper de la qualité relationnelle dans l'organisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle va devoir passer par ce SAS pour garantir la pérennité et voire même favoriser le fait de réfléchir à des aspects de créativité, impliquer les salariés, parce que cette crise a complètement déstabilisé beaucoup de salariés. Les managers aujourd'hui vont devoir intégrer des nouveaux outils aussi, parce que tout est lié aussi aux compétences relationnelles des managers. Et donc les managers aussi vont devoir mettre à jour leurs compétences à ce sujet. Comme avec Madame Ray, nous poursuivons à travers votre retour d'expérience, nous poursuivons la performance de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, parce que nous faisons que le conflit est un frein à la dynamique de l'entreprise, que la bonne entente, la synergie entre l'employeur, les salariés et les clients est absolument fondamentale pour le business. C'est bien tout cela que nous recherchons. Et ce que vous soulignez à la fois Madame Ray et vous, Aïcha, c'est que tous ces éléments qui font en sorte que tout le monde soit bien au travail, que ça soit ressenti par les salariés, par le chef d'entreprise et par les clients, parce qu'on le sait quand on rentre dans une entreprise que tout va bien. On le sait à la seconde où on a quelqu'un au téléphone, où on a... Alors, combien de temps... Alors, est-ce que, quand vous intervenez, est-ce qu'on a eu un audit de la situation? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en crise ou est-ce que, pour l'instant, ça se passe bien et on peut se projeter avec cette vision d'anticipation que vous avez évoquée? Ou c'est la phase de crise qui va impliquer l'arrivée de cette intelligence relationnelle. Voilà, à quel moment? Alors, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux anticiper. Mais est-ce que quand on est dans le conflit, on arrive à diminuer le conflit et à installer après quelque chose de plus fluide entre les différentes composantes de l'entreprise? Voilà, vous voyez, parce que Claude, je suis déjà certainement très très en avance, donc je suis déjà sur le fait de vouloir sensibiliser à l'anticipation. Mais en réalité, le propre même de nos compétences et de la discipline, c'est le fait d'avoir développé une méthode résolutoire. Vous savez, oui. On n'est pas dans la gestion de conflit, on est dans la résolution. Et là, vraiment, je crois que ce monde de la médiation va devoir évoluer sur cette question-là, parce qu'il s'agit de ne pas être dans le fait de pouvoir traiter le conflit et le gérer, parce que nous, je ne sais pas ce que ça veut dire gérer le conflit, on le résout. Mais nous sommes des spécialistes de la résolution de conflits, justement. Et c'est le minimum que nous sachions faire. Et donc, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, les interventions des médiateurs professionnels sont beaucoup sur, justement, des situations de crise. On intervient. Lorsqu'il y a une situation de crise, on résout la situation en impliquant bien sûr toutes les parties prenantes qui contribuent à la solution. Mais nous mettons ensuite des dispositifs pour garantir à l'entreprise de pouvoir continuer à se préoccuper de la qualité des relations dans l'organisation. Donc ça peut être c'est une entrée quelque part. Sensibilisation. Résolution. Alors, c'est vrai que nous sommes pas mal sollicités actuellement, puisqu'en fait, il y a le retour des salariés dans les entreprises. Et j'évoquais justement avec Myriam Rimbaud-Fougère le fait que nous ne pouvons pas négliger les difficultés des salariés du secteur public. Nous devons en parler un peu. Parce qu'en réalité, c'est effectivement le secteur public qui a beaucoup pratiqué le télétravail. Alors, dans les grandes entreprises aussi, il y a eu le télétravail. Et
salariés sont confrontés à des difficultés aujourd'hui. L'entreprise elle-même a besoin de se réorganiser, et pour se réorganiser, il vaut mieux repartir sur des fondamentaux qui n'ont jamais été travaillés. Alors, il y a différentes méthodes pour se préoccuper des relations humaines dans l'entreprise, mais aujourd'hui, les DRH ont une mission très juridique, et les outils, en fait, pour s'occuper de lui-même, malheureusement, ne leur laissent pas beaucoup de temps. Donc, on va devoir peut-être faire évoluer un peu ce curseur pour y mettre, au niveau des services RH, le maximum d'outils. Alors, il y a les outils que je vous propose, l'ingénierie relationnelle, mais il y a aussi du coaching en fonction de la situation des salariés. Mais c'est au travers de l'efficacité des entretiens individuels qui seront faits avec les salariés que l'employeur aura la réelle mesure de son entreprise et à quel stade elle se trouve. Ok. Aïcha, dans tous les cas, ce que nous percevons avec Madame Ray et avec Aïcha, c'est que on est dans la concorde tous les trois, c'est-à-dire que bon, on mesure l'importance de l'humain, et votre chambre de commerce, sa mission, c'est d'accompagner les entreprises vers la performance, vers la rentabilité, vers l'excellence, j'ai presque envie de dire l'excellence française. On a bien compris que l'humain était au centre du prochain challenge que doivent relever nos entreprises pour continuer leur chemin. On a évoqué avec Madame Ray et avec Aïcha cette réflexion et l'intérêt qu'il y avait à travailler sur l'humain. Et je vous propose d'accueillir Myriam Fougère, qui est médiateur professionnel, qui pour nous, sur le terrain auvergnat, et comme Madame Ray est notre femme de terrain, notre référence territoriale, et je lui propose, si elle m'entend, de prendre la parole pour nous amener au-delà de la partie conception qui a été soulignée pour mettre en place cette concorde dans l'entreprise, d'aller sur des outils concrets. Myriam, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? C'est une liaison, pour l'instant, 5 sur 5. Merci Myriam, la parole est à toi. Je n'ai pas ma vidéo parce que je pense que ce sera haché. Donc bonsoir à tous, Aïcha, Claude et Marie-Noël. Donc merci de cette organisation de webinaire. Alors j'ai entendu beaucoup de mots qui font écho à la profession et à l'activité d'un médiateur professionnel. Alors, je n'ai pas été que médiateur professionnel. J'ai été, moi, dans l'éducation nationale, et puis j'occupe toujours des fonctions d'élu. Mais en tout cas, j'ai acquis des compétences de relationnel parce qu'il était important, de transmettre justement cette expertise aux personnes qui parfois se trouvent souvent dans des situations de relations dégradées. En fait, c'est ça. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la QVT, qualité de vie au travail. Et en tant que médiateur professionnel, nous transformons ça en disant la qualité de vie au travail, ça s'apprend. Et ça s'apprend par la qualité relationnelle au travail. Je crois que c'est vraiment ce qui nous... c'est ce mot accompagnement qui nous intéresse et qui intéresse les entreprises, mais aussi les entreprises donc, privées, mais les entreprises aussi publiques. Nous sommes tous dans cette recherche de dynamique relationnelle. Parce que, comme le disait Marie-Noël tout à l'heure, s'il n'y a pas de reconnaissance des personnes, et là, en l'occurrence, c'était de la reconnaissance du salarié par le chef d'entreprise. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance au sens général des personnes, eh bien, il y aura une démotivation. Or, le but d'un chef d'entreprise, c'est d'être motivé. D'abord, lui-même doit se relancer. Nous sommes en plein plan de relance, mon cher Claude. Et il doit également relancer le projet de son entreprise. En tout cas, il doit s'adapter au changement. Et c'est, je crois, le plan de relance, en tant que médiateur professionnel et accompagnateur des chefs d'entreprise
des salariés, des élus, des personnes qui souhaitent être accompagnées, ça passe d'abord par l'accompagnement des personnes. Mais ça, il y a un consensus total aujourd'hui dans ce webinaire. Et quand je suis en entreprise, quand je suis auprès d'élus, parce que c'est la même demande, hein, c'est une intervention pédagogique et c'est donc pour donner des repères. On donne des repères et comment on donne des repères? En confrontant la réflexion en fait. On fait réfléchir les gens, mais on leur donne, comme le disait Aïcha Sangaré, des outils pour cela. Des outils qui sont donc au niveau de, par exemple, comment ils sont en communication, en interaction et en communication avec eux-mêmes. Ça, c'est l'étude SIC qui est tout à fait possible de passer, qui va permettre aux personnes de savoir comment elles sont en communication avec elles-mêmes et avec les autres, et surtout comment elles vont apprendre à diversifier leur communication, surtout quand on est dans une situation de relation qui se dégrade. Mais ce qui est important, et je crois que Aïcha l'a très bien dit, c'est qu'on intervient, j'interviens en tout cas dans les entreprises aussi, dans un cadre de prévention ou d'apprentissage. Parce que c'est là où est toute la clé de mon point de vue, c'est l'apprentissage. C'est cette approche rationnelle qui permet donc à chacun de trouver ce qui va lui permettre de réussir ses relations. Sans rentrer dans des considérations moralisatrices. Hein, c'est bien, c'est mal. Non, on n'est pas là-dedans. Et chacune des intervenantes avant l'a dit aussi. Sans rentrer non plus dans des considérations juridiques. Il y a des outils pour ça, on l'a dit, les outils, ce sont les contrats, ce sont les fiches de poste, et sans rentrer non plus dans des considérations psychologiques. Ah, t'es malade, tu es en burn-out, etc. Non, c'est vraiment pour, comment dire, le médiateur professionnel pose les questions sur un mode opératoire et non pas sur le contenu. Et donc, quand on rentre dans une entreprise, c'est vrai, on travaille avec par entretien individuel, mais on peut aussi travailler par des ateliers, autour de la conscience, par exemple, autour d'une prise de décision pour un manager, pour un chef d'entreprise et son équipe de direction, par exemple. On travaille aussi dans une entreprise, on fait un audit relationnel, parce que ça, c'est important. On est là pour travailler sur, au niveau, on prend la température, l'ambiance, mais c'est pas le climat, c'était le mot que je cherchais. C'est pas le climat social qui est connoté un peu négativement, mais c'est le climat relationnel. Et ce climat relationnel, il est indispensable, notamment par rapport à notre société qui est en plein changement. Et c'est aussi, et Marie-Noël l'a dit aussi tout à l'heure, ce que recherchent les nouvelles générations. C'est tout ce qui constitue, ou une partie en tout cas, de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, du chef d'entreprise en fait. C'est cela aussi, et ça c'est également important que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise soient animées par cette dynamique relationnelle. On soit dans la contribution, dans de l'entente professionnelle, dans de la reconnaissance, et toujours ce que nous, on nomme l'altérité. C'est quoi l'altérité? C'est le contraire de l'adversité. Et l'altérité, c'est reconnaître l'autre en tant qu'autre. On peut débattre, évidemment, mais c'est difficile parfois quand une relation est tendue. Moi, je l'ai vu aussi quand j'étais élue, j'avais la charge d'une équipe. C'est difficile de reconnaître l'autre en tant qu'autre. Mais ça s'apprend. Et on outille les personnes, justement, en traçant les lignes d'un projet relationnel. Voilà ce que l'on fait. Des ateliers, des entretiens, des formations.
Myriam, on a au regard des propos que vous tenez et qui semblent satisfaire l'ensemble de nos intervenants, et on sent bien que vous avez intégré toutes les trois cette norme, et que en gros vous parlez exactement le même langage et que le message est le même. Il y a une intervention de quelqu'un qui nous écoute et qui met: le médiateur professionnel n'explique pas, il implique, et c'est ça qui change tout. Alors, on comprend bien, et dans le chemin que nous faisons, Chambre de commerce, avec vous, c'est de se dire que nous avons aussi, à travers nos organismes de formation, que sont à la fois l'école de commerce, à la fois l'Institut des métiers, pour pas faire de sectarisme, hein, donc des métiers manuels, hein, entre autres, et CCI Formation. On est dans cette réflexion d'apporter dans la valise du chef d'entreprise, dans la formation du chef d'entreprise, cet élément supplémentaire que nous n'avons peut-être pas eu dans nos écoles de commerce à une certaine époque, mais qui aujourd'hui rentre complètement de plein pied dans le basique que doit avoir à la fois un salarié, à la fois un manager, à la fois un chef d'entreprise. Est-ce que Aïcha, vous souhaitez compléter les propos de Myriam, qui pour nous est notre référent avec Marie-Noël, notre référent territorial. Mais étant la gardienne de cette richesse, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, Claude. Oui. Et Myriam a donné des exemples et elle a démontré en fait quelle était la pratique des médiateurs professionnels sur le terrain. Mais je crois on peut peut-être évoluer aussi dans la réflexion, et vous venez vous-même de le dire, Claude. Les chambres de commerce, justement, ont un certain nombre d'écoles, des écoles de commerce. Il est très important aujourd'hui pour nos futurs managers d'apprendre des fondamentaux de ce qui relève des relations. Donc, dans les formations des jeunes étudiants, ils vont devoir apprendre ces nouvelles techniques. Et pour l'instant, elles n'existent pas dans les formations des jeunes étudiants. Moi-même, je suis à Bordeaux, vous savez, il y a Kedge à côté, enfin, il y a les chambres de commerce qui ont les écoles, et c'est impératif de pouvoir intégrer ce changement de paradigme à nos jeunes, parce qu'en réalité, ce que nous avons développé depuis toutes ces années est au regard du contexte du terrain et du contexte sociétal. Et c'est vraiment, je dirais, un apport important que pourraient faire les chambres de commerce pour pouvoir transmettre aujourd'hui ces compétences-là aux jeunes. Ces compétences sont déjà transmises dans l'entreprise aussi aujourd'hui. Il va falloir aller un peu plus vite là-dessus et le transmettre aussi dans les écoles de commerce. Et puis je crois aussi que j'ai un autre message à faire passer aux chefs d'entreprise. C'est de pouvoir peut-être concevoir la formation autrement. On en avait déjà parlé dans nos échanges. Vous savez, on va devoir aussi mettre un petit changement de paradigme sur l'approche de la formation dans l'entreprise. La formation ne doit pas être une contrainte pour le chef d'entreprise ou pour l'entreprise. La formation ne peut plus continuer à avoir une vision formation-consommation. Ce sont concrètement, lorsqu'un groupe de salariés prend une journée pour aller se former sur des sujets, c'est parce que justement, ça va apporter un plus à l'entreprise pour pouvoir évoluer sur un certain nombre de chantiers. Voilà ce que je pouvais rajouter aussi, en tout cas, sur cette question-là. Puis, au demeurant, je pense qu'en clôturant, c'est vraiment rappeler à tous les acteurs qu'il y a une importance, et si nous insistons sur ce sujet humain, c'est lié aussi au contexte sociétal, Claude, dans la mesure où il y a effectivement un contexte d'adversité qui me permet en tant que spécialiste des relations de mettre des points de prévention. Merci à toutes les trois de ce moment humain, de ce moment rafraîchissant, et également de cette projection que vous faites sur la formation et sur le rôle que nous pouvons jouer pour accompagner les nouvelles générations de chefs d'entreprise et de salariés pour la performance de l'entreprise. Ce que j'ai entendu dans vos propos, l'humain est pour moi, qui me positionne en animateur d'une chambre de commerce, c'est de dire à mes pairs chefs d'entreprise que l'humain est un facteur de performance, et également que la reconnaissance de nos salariés
cette reconnaissance réciproque qu'on a au sein de l'entreprise est aussi un facteur de performance. D'entendre également que cette accélération a été créée par la crise, mais elle est aussi par une nouvelle génération qui a besoin de ces éléments-là pour s'intégrer dans une entreprise et pour la vivre et pour avancer avec elle. J'entends également que vous ne faites pas de différence entre le secteur public et le secteur privé. En définitive, ils ont tous des challenges à relever. Et ce que je mesure, c'est que vous avez toutes les trois un ensemble d'outils à partager, des échanges, des implications à créer au sein de l'entreprise. Et j'aimerais clôturer avec les propos que j'ai eus au début de ce webinaire. J'ai dit de façon assez facile que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, en paraphrasant André Malraux. Je peux dire maintenant, à vous écouter, que l'humain sera au cœur de l'entreprise ou alors l'entreprise ne sera pas performante. Merci à toutes les trois de ce moment d'humanité, de nous diriger vers ce qui doit nous amener à l'attente de nos salariés, de nos chefs d'entreprise et qui doit se conclure pour la performance pour nos entreprises. Merci à toutes les trois de ce webinaire que vous pouvez retrouver sur votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube, et bien entendu Aïcha et Myriam et Marie-Noël, vous êtes toujours la bienvenue au sein de notre chambre, et vous pouvez faire la campagne de promotion de ce webinaire qui sera visible all over the planet. Voilà. Sur ces mots, et merci. Informations concernant nos ordres. Merci. Merci à toutes Merci les trois. Myriam, merci Aïcha. Merci à notre équipe technique, Julie, Clémentine, Yvan. Merci et au plaisir de se retrouver dans un prochain webinaire. À bientôt.